Alors, il y a tout d'abord des enfants qui défendent avec passion l'œuvre de leur père, Alain d'Orange. Il y a ensuite le franc succès d'une exposition consacrée à ce même Alain d'Orange à Paris. C'était il y a peu, en octobre dernier. Et puis, il y a un ouvrage de dessin pour retracer l'ensemble de l'œuvre d'Alain d'Orange, pour la découvrir ou mieux la connaître. Et donc, pour mieux la voir ensemble, j'ai demandé à son fils, Philippe d'Orange, de venir défendre son père. Bonjour monsieur. Eh bien, merci de votre accueil. Alors, Philippe d'Orange, vous êtes venu avec votre sœur Hélène. Oui. Il manque Françoise. Vous êtes 3 enfants à faire chercher, à faire mieux connaître, ou à faire revivre, redécouvrir l'œuvre de votre père Alain d'Orange. Et vous consacrez donc un ouvrage somptueux à l'ensemble de son œuvre et à son grand talent. Mais pourquoi avoir attendu quelques années après sa mort, c'est-à-dire au moins 5 ans après 2017, pour se lancer dans une telle opération? Alors, pour une raison très simple, c'est que nous avons dû faire la récollection de l'ensemble des originaux qui étaient encore en possession de notre père. Et nous avons véritablement découvert son œuvre à ce moment-là. Parce que, étant jeune, à la maison, nous n'avions pas la possibilité véritable de lire des bandes dessinées. Et par conséquent, nous ne connaissions pas l'immensité de cette œuvre. Immensité qui nous est apparue assez vite lorsque nous avons découvert qu'un certain nombre de journalistes spécialisés avaient écrit des articles après sa mort, le qualifiant comme probablement l'illustrateur le plus prolixe de sa génération. Et donc, nous avions toujours eu l'intention d'essayer de faire revivre l'œuvre de nos pères, mais sans en connaître l'importance. Parce que de 1949, date à laquelle il est rentré d'Indochine, jusqu'en 2007, il n'a pas arrêté de travailler tous les jours, y compris le samedi et le dimanche, et y compris pendant les vacances. Alors, qui est Alain d'Orange? C'est un peintre? C'est un illustrateur, c'est un auteur de bande dessinée. Comment vous le qualifieriez pour quelqu'un qui découvre, comme moi, encore que ce ne soit pas totalement exact, l'œuvre d'Alain d'Orange? Alors, c'est d'abord quelqu'un qui est né dans une famille de 7 frères et sœurs catholiques, et c'est quelqu'un qu'on peut qualifier d'illustrateur. Mais à côté des illustrations qu'il a fait pour un certain nombre d'organes de presse de l'époque, et notamment des organes destinés à la jeunesse, que ce soit Fleurus, Bayard, J2 Magazine, J2 Jeunes, etc. Les grands éditeurs. Fripon et Marisette. Il a toujours, à côté, dessiné, soit pour illustrer des livres, également des livres pour la jeunesse, Bibliothèque rose, Bibliothèque verte, ou des livres destinés aux scouts, mais également des dessins pour lui-même. Et un certain nombre d'œuvres qu'il a non seulement dessinées, mais qu'il a écrites lui-même. Et beaucoup d'œuvres non publiées. Alain d'Orange est ce qu'on pourrait appeler un enfant de la guerre, et quelques dessins d'ailleurs subsistent, on les découvre de son adolescence, précédant donc la période 1940-1944. Et puis, autre élément, il est membre d'une très importante fratrie. Absolument. Absolument, d'une très importante fratrie qui lui a probablement donné le goût de dessiner pour la jeunesse. Et de dessiner pour la jeunesse à une époque, c'est aussi un témoignage de l'époque. Et sans aucunement prendre, bien sûr, position sur ce qui peut se passer aujourd'hui, c'était une époque où, j'allais dire, d'une manière très simpliste, un garçon était un garçon, une petite fille était une petite fille. Et il les dessinait en tant que tel. Il a toujours dessiné la réalité telle qu'il la voyait et telle qu'elle était à son époque. De la même manière que lorsqu'il a dessiné d'autres choses que des bandes dessinées, et notamment un Napoléon avec Lucien Belli, il a voulu montrer la réalité des choses. Il a montré la fatigue
des maréchaux au bout d'un certain temps pour repartir. Il a montré l'horreur de la guerre ensuite dans un autre ouvrage qui est un ouvrage sur 14-18 où il a montré véritablement ce qu'était la guerre. Autrement dit, il ne voulait pas déroger à la vérité ni de l'histoire ni des choses telles qu'elles étaient. Il ne voulait pas les déguiser. Alors après-guerre, il se lance dans la vie active. Après s'être engagé en Indochine, vous l'avez indiqué il y a quelques instants, pour l'Indochine, ses goûts alors, sont le dessin, l'illustration, mais pour arriver à ce rôle d'illustrateur, si vous me permettez l'expression, c'est pas du tout cuit. Pardon ? J'ai pour arriver à ce rôle d'illustrateur, si vous me permettez l'expression, c'est pas du tout cuit, c'est pas si simple que ça. Non, si ce n'est quand même que il avait fait l'école des arts appliqués donc juste avant de partir en Indochine et il avait déjà du goût pour un certain nombre de choses. Et c'est vrai que son environnement familial était également celui avec un certain nombre de choses qui pouvaient lui donner le goût, si vous voulez, j'allais dire des belles choses. Donc il avait quand même cet aspect-là. Et deuxièmement, il s'est marié très vite. Et donc, nouveau marié, avec ma sœur qui est rapidement arrivée, il fallait absolument travailler et trouver du travail. Et c'est un peu par hasard qu'il a eu un rendez-vous et on lui a proposé de faire des dessins. Il avait une patte qui était quasiment équivalente à deux autres illustrateurs que sont Pierre Joubert, qui a beaucoup dessiné pour les scouts également, et puis Noël Gloissner, qui sont deux illustrateurs qui ont également beaucoup produit à cette époque et à peu près dans les mêmes journaux. Et d'ailleurs, grosso modo, si ce n'était pas les dessins de l'autre qu'on trouvait dans un numéro, c'était les dessins du premier. Hein. Ils se connaissaient, ils s'appréciaient, même s'ils ne se voyaient pas beaucoup pour des questions géographiques, mais effectivement, ils avaient les mêmes exigences. Hein. À aucun moment, il se dit que s'il faut vivre et travailler, c'est peut-être pas de sa passion qu'on peut le faire. Alors, la passion, c'est quand même devenu, non pas un pensum, mais c'est vrai qu'à bout d'un certain temps, il le disait notamment à propos des histoires des congrégations, qui lui ont sauvé un petit peu l'activité à un moment où elle déclinait. Il disait, toutes ces histoires sont des histoires de gens qui se sont dévoués pour les autres, qui sont presque tous saints, mais c'est un peu toujours la même histoire. Le jeune ou la jeune fille née dans une famille pratiquante, qui aide ses frères et sœurs, qui est ses voisins, puis qui petit à petit rencontre l'évêque, crée une congrégation et ainsi de suite. Donc c'était un peu toujours la même histoire, et c'est vrai qu'au bout de la 40e, parce qu'il y en a eu 40 ou 50, c'était devenu moins une passion qu'un pensum. Hein. Et néanmoins, il les a toujours représentés avec beaucoup de goût et en ayant les différences, s'il y en avait, entre les différentes congrégations. Mais il y avait aussi le fait qu'en 1900, en fin des années 60, vous avez une forte rupture dans les rédactions qui ont voulu faire du moderne et qui se sont un peu débarrassés des anciens illustrateurs. Et à partir de ce moment-là, il a fallu qu'il renouvelle sa clientèle, qu'il renouvelle un petit peu les liaisons avec les éditeurs. Et il y a eu des périodes un peu difficiles de ce côté-là, mais il a toujours réussi, si vous voulez, à trouver. Et il voulait que nous ne manquions de rien, et il a beaucoup travaillé pour ça. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous nous sentons pas dans l'obligation, parce que c'est également un plaisir, mais de faire quelque chose. J'ai bien compris. Les années 50, les années 60, on parlait de la 68, mais avant, c'est quand même le premier âge d'or. Quand je vois qu'il illustre des livres pour les jeunes de Cœur Vaillant, de Fripounet à Marisette, il y a beaucoup d'ailleurs, ces œuvres qui ont été rediffusées ou rééditées par les éditions du Triomphe, donc ça a permis à des générations actuelles de redécouvrir cette qualité d'illustration. Et vous dites quand même que ces dessins sont le signe d'une époque. Et c'est d'autant plus vrai que vous me dites après qu'en mai 68, comme il y a une rupture, il est plus à la mode. Désuet, ringard. Alors, je dirais pas ça. Peut-être l'a-t-il été à un moment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que dans la production actuelle des bandes dessinées, on retrouve un certain nombre d'illustrateurs
qui reviennent à cette exigence de vérité. Je pense à certains ouvrages sur la marine, hein, avec des bateaux, où on voit véritablement qu'il y a une très forte attention prêtée à la réalité, où la mer est représentée d'une manière parfaitement réelle. Et donc, je ne suis pas certain qu'on puisse aujourd'hui dire que ça soit désuet, au contraire. Et d'autant moins que, vous voyez, l'exposition, c'est vrai, nous a permis de rencontrer tout un tas de personnes qui n'étaient pas uniquement des amis ou de la famille, mais qui venaient parce que tout d'un coup, alors certains retrouvaient des dessins qu'ils avaient vus enfants, mais d'autres beaucoup plus jeunes, et qui étaient eux-mêmes en école de dessin, était intéressé par ces dessins. Quel regard il avait quand, de son vivant, il voyait la reprise de ses œuvres dans les années 2000, oui. Et avec le succès, parce que les éditions du Triomphe ont mené cela avec beaucoup de succès. Comment il voyait cela ? Ben, il en était très heureux parce qu'effectivement, là aussi, il y a eu une deuxième rupture fin des années 90 où c'était difficile, où nous étions déjà pourtant tous les trois... les trois enfants sortis d'affaires, comme on dit, mais il voulait continuer malgré tout, si vous voulez, à produire et à gagner sa vie. C'est vrai qu'à ce moment-là, on voit qu'il se renouvelle. Encore une fois, il se renouvelle. Et il se renouvelle en écrivant des choses. Le Triomphe a été pour lui, et nous remercions toujours le Triomphe d'avoir continué, les éditions du Triomphe d'avoir toujours continué. Et d'ailleurs, ils ont eu la distribution du livre en partie. Ils en ont vendu beaucoup. Et véritablement, ils ont joué un rôle qui a été très bien pour qu'il n'y ait pas une rupture totale. Mais ça ne représente qu'une toute petite partie de ce qui est publiable. Il y a de très nombreuses histoires qui n'ont jamais été publiées. Je pense notamment à une histoire de l'Europe, soit qui sont un petit peu tombées dans l'oubli et qui pourraient être rééditées assez facilement. Je pense notamment à des illustrations de romans d'Alexandre Dumas. On a La Tulipe Noire, on a Jeanne Hay, on a un certain nombre de romans de ce type-là. On a une histoire de la Fée des Grèves au Mont-Saint-Michel qui est remarquable et qui probablement pourrait retrouver du public. Et surtout, il y a une part de rêve dans les dessins. Il y a une exactitude dans la représentation des choses, mais aussi une part de rêve. Je prends La Fée des Grèves. Alors, tout le monde n'est pas allé au Mont-Saint-Michel, mais c'est vrai qu'au Mont-Saint-Michel, il se passe quelque chose, si vous voulez. C'est une ambiance particulière, cette baie du Mont-Saint-Michel, c'est tout à fait particulier, et La Fée des Grèves est tout à fait la représentation de cette atmosphère du Mont-Saint-Michel. Qui peut être uniquement géographique, un lieu géographique qui est également un lieu religieux, qui a été une prison aussi à un moment. C'est un lieu particulier, avec un éclairage particulier, et c'est très bien représenté. Donc on a beaucoup de choses qui n'ont pas été rééditées ou éditées, et qui peuvent être effectivement intéressantes. Ce sont souvent des histoires simples. Et c'est vrai que de la même manière qu'un petit garçon est un petit garçon, un bon est un bon, un mauvais est un mauvais. Ça peut paraître simpliste, mais c'est aussi quelque chose qui est de nature à rassurer les enfants sur des choses qu'ils peuvent lire. Alors, il y a eu des périodes de vache maigre. À ces périodes de vache maigre, il y a toujours, et vous l'avez évoqué aussi, une réponse d'Alain d'Orange à cette situation. Il se fait par exemple illustrateur, presque historien, et de l'esthétisme et de l'élégance. Il va les mettre au service de personnages de l'histoire de France. Oui. Et en particulier, et l'ouvrage que j'ai entre les mains le démontre, Napoléon. Oui, oui. Il avait pour la période napoléonienne un goût particulier. Alors, il y avait d'abord le goût de l'illustrateur. Le goût de l'illustrateur pour les uniformes. Ces uniformes chamarrés, tous plus extraordinaires les uns que les autres, avec, pour la Grande Armée, on répertorierait plus de 1000 uniformes différents.
Et donc, si vous voulez, Napoléon savait exactement chaque bouton de chaque uniforme, et il admirait aussi cette mémoire. Et il a dessiné beaucoup de cavaliers. Le cheval a été quelque chose qui l'a toujours beaucoup attaché. Il n'était pas cavalier lui-même, mais il a toujours dessiné beaucoup les chevaux. Et donc, Napoléon, l'histoire de France et les chevaux, ça faisait un couple qui l'attirait véritablement. Vous évoquez les méthodes de travail de votre père, traçage des cadres, la copie du texte à l'encre de Chine, des contraintes qui ne l'empêchaient pas de produire, vous dites, une planche par jour. L'informatique a changé tout cela, mais une planche par jour, j'ai du mal à cerner si c'était rapide ou c'était une besogne faite pendant un temps important. Pendant un temps important. Les méfaits de l'informatique. Pendant un temps important, premier lever, dernier coucher. Plus de 20 000 planches, vraisemblablement, dont on a pu récupérer peut-être un peu plus du tiers. Il y a un thème qu'il exploite aussi, vous l'avez parlé sur les congrégations, c'est les religions. Les grandes religions sont présentes dans son œuvre, et pourtant vous dites qu'il était, je vous cite, pudique sur sa foi. Oui. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'avait pas de foi ou qu'il avait une foi qu'il ne voulait pas, qu'il gardait dans l'espace privé? Vous savez, vous connaissez cette... Il avait une foi catholique qui était familiale, mais qui était profondément ancrée chez lui. Mais il respectait d'une manière... peut-être du fait de sa foi, il respectait véritablement toutes les autres religions. Je dirais tous les autres individus, quelle que soit leur religion. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Il n'en aurait même pas, comment dirais-je, il n'aurait même pas eu une parole, quelle que soit sa pensée profonde. Il était, je vais dire, c'était un homme bon, soudé dehors. Papa mesurait 1,85 m, il était toujours extrêmement bien habillé. On le dit dans le livre, c'était pas quelqu'un auquel on tapait dans le dos dans la rue. Hein, mais c'était un homme bon, tout simplement. C'était un homme bon, généreux. Il a beaucoup assisté avec les petits frères des pauvres, des personnes âgées. Il était catholique. Mais est-ce que pour autant on peut dire que c'est un illustrateur catholique, un artiste catholique? Non. On ne peut pas le qualifier d'illustrateur catholique parce que justement la variété de ce qu'il a dessiné est telle que il n'y a, je dirais même presque que si on faisait la somme de chaque type d'œuvre, peut-être même que les œuvres purement catholiques, illustrant des vies de saints ou autres, sont peut-être moins importantes que le reste. Hein. Mais bien sûr, il y a quand même toutes les histoires qui continuent d'ailleurs à être commercialisées par Hachette. Belles histoires, belle vie continue à comment le qualifier? Auteur de tradition, auteur conservateur, auteur classique, auteur... Comment le qualifiez-vous pour que les téléspectateurs se disent voilà, Alain d'Orange, c'était... Alors, disons qu'on peut le qualifier d'illustrateur, mais c'était plus un... Vous savez, maintenant c'est complètement... Là, c'est un terme complètement désuète, mais je dirais que c'était plutôt ce qu'on appelle un homme de bien. C'est-à-dire qu'il avait une culture générale extrêmement étendue. Il était tout à fait capable, si vous voulez, sur quelques sujets que ce soit, sauf les sujets techniques, mais sur quelques sujets que ce soit, il avait toujours un petit mot, une petite anecdote. Dans les dîners, c'était, je dis pas la vedette, mais c'était toujours quelqu'un qui avait quelque chose à raconter et quelque chose qui mettait de l'ambiance. Donc, soudé dehors, extrêmement strict, c'était quand même quelqu'un qui avait beaucoup d'attention pour les autres. On le voit à travers l'album du centenaire, que je n'arrête pas de feuilleter dans cette émission. Centenaire, d'abord de votre père, l'œuvre d'Alain d'Orange, elle est considérable. Parce qu'on n'a pas évoqué, il faut faire quand même 2 secondes aussi, il y a le peintre. Oui, effectivement. Et alors ça, il y a un certain nombre d'œuvres qui n'ont jamais été publiées. Que nous avons nous-mêmes découvertes.
où il y a, ce sont des peintres, des aquarelles, des peintures à l'huile, des aquarelles ou des dessins simplement sur lesquels on a découvert effectivement cette capacité. A posteriori, on pourrait presque regretter qu'il n'ait pas plus produit de peinture, mais on est très content de les avoir. Et elles restent chez nous. Ces peintures, d'ailleurs, comme tous les originaux, resteront chez nous. C'est pas une matière à vendre. La reproduction, oui, mais les peintures, non. Enfin, on n'en vendra pas. Ça. Ah, pour ma part, si vous me permettez d'évoquer 2 secondes mon cas, moi, je dois l'émerveillement d'une bande dessinée qui est celle du Prince Éric, et j'avais l'honneur d'être l'ami de Serge Talens, l'auteur du Prince Éric, Yves de Verdillac de son vrai nom. Et à ça, je me suis dit, je vais poser la question à Philippe d'Orange, donc je vais le faire maintenant. Si, au sein de cette œuvre considérable, vous ne deviez conserver qu'un croquis, qu'une esquisse, qu'un tableau, qu'une planche de bande dessinée, qu'une illustration, quel serait-il? Quelle serait-elle? C'est pas cadeau comme question. C'est pas une question cadeau, non. Monsieur Bill. C'est pas une question cadeau, c'est une question très difficile. Moi, je dit c'est le Prince Éric. Alors, je dirais que il y a un dessin qui nous a réunis tous les trois. C'est celui que nous avons mis en page de couverture de ce livre. Nous avons tous les trois travaillé à cet ouvrage. Nous travaillons tous les trois à sa diffusion. Et la participation de mes sœurs a été d'ailleurs sur le choix des dessins beaucoup plus importante que la mienne, parce que je dois dire que mes sœurs ont une capacité artistique peut-être beaucoup plus développée que la mienne. Mais alors, ce dessin que vous avez là, ce cheval à peine esquissé. C'est mon second choix, c'est pour ça que je l'ai mis là. Voilà, c'est effectivement une particularité. On trouve des choses comme ça, qui ne sont pas les dessins léchés, extrêmement précis, etc., mais qui sont aussi des choses qu'on ne rencontre pas tous les jours. En fait, je vous dirais que nous aimons toutes les œuvres, faire un choix. Et quant à partir sur une île avec un seul dessin, on préfère peut-être tous les garder dans la tête que d'en avoir un seul. Voilà, c'est une réponse qui n'en est pas une, mais on va la prendre comme telle. Pardonnez-moi. Dites-moi, Alain d'Orange, est-ce qu'il voulait faire de Philippe, Hélène ou Françoise d'Orange des illustrateurs? Non. Et pourquoi non? Non, jamais. Pourquoi? Jamais. Par contre, ce qu'il a voulu faire de nous, et je crois j'espère qu'il y a réussi, c'est des gens curieux, se faisant leur propre opinion sur les choses, et n'attendant pas, si vous voulez, ne prenant pas les choses telles qu'elles étaient dites automatiquement, de quelque bord qu'elles soient, et voyant toujours, essayant toujours de ne pas avoir d'idées préconçues sur les choses, c'est-à-dire de ne pas simplement prendre les choses telles qu'elles étaient présentées. Voilà, ça, il l'a fait, et il l'a fait en de nombreuses reprises. C'est vrai, quand on a 15 ans, 16 ans, on peut se laisser emballer par un bord ou un autre. Il a su nous inculquer cette exigence-là. C'est-à-dire celle d'aller chercher soi-même les renseignements à diverses sources, de telle manière à ne pas être dépendant, si vous voulez, d'une idée qui court et qui peut ne pas être bonne. Merci beaucoup, monsieur. Merci aussi de faire revivre votre père Alain d'Orange. Il était né en 23 Colmar et aurait eu, cette année, a eu lieu en 2023, oui, le centenaire de sa mort. On voit ce virtuose talentueux et populaire. Le terme, vous l'acceptez, celui-là? Et il a été donné par un journaliste, virtuose et populaire, oui, c'est vrai. Et on l'accepte parfaitement. Voilà, alors on va garder ce terme-là. Je vous invite à découvrir toute cette œuvre. Et je vous invite surtout à offrir à vos enfants, à vos petits-enfants, toute l'œuvre d'Alain d'Orange. Vous savez, la sûreté, la sécurité d'une œuvre qui fait rêver et qui défend le bien. Oui, je dirais. On peut le dire. Merci à vous. On peut le dire. Merci, monsieur.